C'est une joie d'ouvrir ce congrès Bible et sciences. Et on va commencer effectivement, comme l'a dit Nathalie, par se poser une question fondamentale sur nos origines. En fait, ça détermine tout. D'où on vient, où on va, c'est une question clé de l'existence. Cette question, elle est latente dans tous les cœurs. D'où venons-nous? Quelle est notre destinée? La vie a-t-elle un but, un sens? Beaucoup fuient ces questions de mille et une façons, mais elles finissent toujours par ressurgir à un moment de notre vie. Pendant des siècles, la notion d'un Dieu créateur était généralement admise. Par exemple, Blaise Pascal disait « La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image. » Ou alors, Newton nous disait « Il y a des vérités à découvrir dans deux livres dont Dieu est l'auteur. Le livre des Écritures et le livre de la nature. » En fait, il y a 2 ans, notre Reagan disait « Toute la création est le CV du Créateur ». Et c'est rien d'autre que ce que dit la Bible. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Alors là, on va un peu se balader de l'infiniment petit de l'ADN à l'infiniment grand du cosmos, et on y verra aussi bien la gloire de Dieu dans le petit que dans le grand. Certains nous disent, mais la foi, ça va empêcher la science d'avancer. Alors, c'est certes pas la vérité. Non seulement la foi n'a jamais empêché la science d'avancer, mais au contraire, c'est elle qui a encouragé l'exploration du monde. Quand on regarde ceux qui ont fondé la science moderne et qui ont donné leur nom aux unités qu'on utilise, tous ces gens-là étaient des chrétiens engagés. Pascal, Newton, Faraday, Kelvin, Ampère, tous ces gens-là étaient des chrétiens engagés. Les choses ont changé à ce qu'on a appelé le siècle des Lumières. Là, tout s'inverse. Ce qu'on appelle lumière, c'est la connaissance, et elle remplace la vérité, la seule véritable lumière. En fait, on a éteint la lumière et on a appelé ça siècle des Lumières. Aujourd'hui, ce congrès, on aimerait rallumer la lumière. On aimerait reprendre un éclairage de l'Écriture qui non seulement n'entrave pas la science, mais l'éclaire d'une profondeur tellement merveilleuse. Et à partir de ce moment-là, du siècle des Lumières, le matérialisme et le naturalisme deviennent imposés tant à l'école que dans toute la sphère publique. En 1993 et 1994, on inaugure dans plusieurs villes de France le culte de la déesse Raison. Une jeune fille vêtue de blanc trône sur un char, tandis qu'un mannequin figurant le Père éternel est traîné derrière dans la boue. En fait, la raison, qui était un cadeau de Dieu super, mise au rang de Dieu, va devenir une idole et va nous aveugler. Là, on a une image de Notre-Dame transformée en temple de la raison et devant la déesse Raison qui trône. Au siècle des Lumières, le naturalisme, cette conception philosophique selon laquelle tout ce qui existe ne comporte de cause, d'explication, de fin que naturelle et qui élimine tout surnaturel, s'impose en science. Toutefois est alors rejeté avec mépris, traité d'obscurantisme, de superstition. La science devient cloisonnée en spécialités pointues, éliminant toute réflexion globale, toute vision du monde autre que athée. En fait, comme l'explique David Nobel dans son ouvrage, il y a vraiment un conflit entre 2 visions du monde qui s'opposent. L'humanisme va se déguiser en neutralité, mais il n'a rien de neutre. En fait, l'humanisme séculier, sous toutes ses variantes, la variante marxiste du XVIIIe et du début du XIXe, la variante spiritualiste du XXe ou la variante écologiste du XXIe, sont toutes différentes formes d'une même religion qui veut imposer une vision du monde débarrassée de la foi chrétienne dans tous les domaines. La science, la sociologie, le droit, la politique, l'économie. Souvent, les chrétiens sont réfugiés dans leur église, cherchant à se protéger du monde, et ils se trouvent bien dépourvus face à cet assaut qui a lieu sur tous les fronts, parce qu'ils n'ont aucune idée d'une vision chrétienne du monde sur tous ces domaines. Pourtant, la Bible nous donne une vision chrétienne sur tous ces domaines. Et Dieu veut qu'on ait une vision globale, qu'on s'intéresse comme Pascal à une vision du monde où on n'est pas cloisonné à un petit domaine, mais on ait une vision chrétienne du monde. Et Dieu a quelque chose à dire dans tous les domaines, y compris la science.
Comme le dit Nancy Pearcey dans cet ouvrage « Vérité totale », la foi a été mise en cage. En fait, on tolère la foi en Europe à condition qu'elle reste limitée à la sphère privée, qu'elle soit enfermée chez nous. Chez toi, tu fais ce que tu veux. Finalement, la religion, c'est qu'une question de goût. Tu aimes plutôt ça, tu aimes plutôt ça. Puis après tout, tu peux aussi faire une soupe syncrétiste si tu veux. C'est comme les préférences sexuelles. C'est qu'une question de goût. Tout se vaut. Tout est égal. C'est un relativisme moral. Et ramenée à ce niveau-là, cette foi, elle est tuée, elle a perdu son sens. Et par contre, dans la sphère publique, on nous impose une vision naturaliste, une vision en fait matérialiste. Et c'est devenu la vérité officielle, institutionnelle, contraignante pour tous, soi-disant neutre. Alors, est-ce que vraiment la science est neutre ? Vu de façon désincarnée, on pourrait dire oui, la science est neutre. Les atomes et les forces n'ont pas d'état d'âme, de pensée religieuse ou autre. Mais la science, elle est faite par des hommes et des femmes. Et si la science abstraite, qui n'existe pas, est neutre, le scientifique ne l'est pas. En fait, l'implicite des positions philosophiques est sous-tendu dans toute la métaphysique que les scientifiques eux-mêmes sont les premiers à dénoncer quand elle ne va pas dans leur sens. C'est ce que nous explique Jacques Vauthier dans un livre « Lettres aux savants qui se prennent pour Dieu ». Alors certains scientifiques n'ont pas hésité à instrumentaliser la science pour défendre leurs opinions. Par exemple, le biologiste britannique Richard Dawkins passe, et lui, il défend l'idée que l'athéisme est une extension logique de la compréhension de l'évolution et que la foi est intrinsèquement incompatible avec la science. Il dit « Darwin a produit la justification intellectuelle qu'attendaient tous les athées ». Et alors il se balade dans Londres avec un bus athéiste en disant « La science a démontré qu'il n'y avait pas de Dieu ». Mais la foi est-elle vraiment irrationnelle, comme certains voudraient le dire ? S'oppose-t-elle au sens, aux mesures ? Est-ce que le chrétien doit renoncer à tout bon sens s'il veut garder foi dans les Écritures? Alors je ne le crois pas. Pendant 40 ans, j'étais chercheur et chrétien engagé et je n'ai jamais eu de contradiction entre ma foi et les faits scientifiques. Ce qui s'oppose, c'est jamais les faits, mais les schémas interprétatifs humains. Oui, certaines interprétations peuvent être frontalement opposées à la parole de Dieu. Mais sur les faits, il n'y a aucun problème. En fait, vous allez voir tout au long de ce colloque que la raison est pour Dieu. Quand on regarde, on analyse, tout converge pour nous montrer que la Bible, au contraire, est une approche juste et bonne. Pendant longtemps, quand on me posait des questions sur la théorie de l'évolution, je bottais en touche. Je disais, vous savez, moi je suis physicien, je ne suis pas biologiste, ce n'est pas mon domaine. Je n'ai jamais cru un instant à l'évolution, mais je ne voulais pas croiser le fer avec des gens sur un domaine où je n'étais pas compétent. Et on m'avait tellement mis dans ce carcan, la foi doit être réservée au domaine privé, et tu dois rester dans ton domaine. Toi, tu es spécialiste du nucléaire, tu ne dois parler que du nucléaire. Et quelque part, je m'étais laissé enfermer dans ce dogme. Et c'est comme si Dieu parlait à mon cœur. Et il me disait, c'était en 2003, « Comment peux-tu me limiter à la sphère privée, moi qui fais briller la lumière du soleil dans les jardins publics comme dans les jardins privés ?» Et quelque part, Dieu me disait, « Ose s'intéresser à la biologie, à l'origine de la vie, même si tu n'es pas biologiste. Ose t'intéresser à la cosmologie, même si tu n'es pas un astrophysicien. » Alors, j'avais un peu l'impression d'être David contre Goliath. Oser questionner le dogme de l'évolution, quelle horreur. Mais je l'ai fait. Alors j'ai un peu regardé de plus près cette théorie. Cette théorie prétend que toutes les espèces vivantes, et l'espèce humaine comprise, procèdent d'une cellule primitive, cellule qui serait formée par le fruit du hasard des collisions atomiques, qui serait apparue, et qui se serait multipliée progressivement pour se transformer en se perfectionnant d'une étape à une autre, pour passer d'une bactérie à un poisson, puis ensuite, etc., à différents mammifères, puis à l'homme. Dans la théorie de l'évolution, ce n'est pas le fait que les choses évoluent qui pose un problème aux chrétiens. Mais c'est le paradigme, c'est-à-dire le système de pensée particulièrement pernicieux, que tout opère par hasard, sans but et sans sens. La vie n'a pas de sens, l'homme n'a pas de valeur. C'est aussi une théorie qui heurte le bon sens et la conscience humaine. Croire que la vie biologique peut
être généré spontanément à partir de la matière inerte demande beaucoup de foi pour croire ça. Et puis croire qu'une bactérie se transforme en prince charmant avec juste du temps, encore du temps et toujours du temps, demande aussi beaucoup de foi. C'est aussi une théorie qui est en opposition frontale avec ce que la Bible nous enseigne. Dans la Genèse, Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent. Les eaux produisirent selon leur espèce tous ces grands poissons. Puis il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Donc, on voit que dès la création, Dieu crée plusieurs types de poissons, plusieurs types d'oiseaux ailés. Et puis de même pour les mammifères, de même pour les reptiles, plusieurs types, plusieurs espèces. Et enfin, l'homme, création spéciale à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quand je regarde un enfant, qu'il soit blanc, noir ou jaune, je peux voir l'image de Dieu. Mais dans une bactérie, dans un singe, dans un dessin d'hominidé qui est issu de l'imaginaire de tel ou tel, je ne vois pas l'image de Dieu. C'est aussi une théorie aux conséquences morales et sociétales dramatiques. L'homme, perdant son privilège d'être à part, à l'image de Dieu, n'a plus de droits, pas plus de droits que tout autre mammifère, voire que toute autre espèce vivante. Et les impacts sociétaux, politiques, théologiques seront développés lors des conférences d'Éric Lemaître et de Pierre Hamé. Je passe donc rapidement là-dessus. Notons que malgré plus d'un siècle de matraquage où cette théorie nous est imposée dans tous les livres, les recueils, les films, les magazines, cette théorie rencontre bien des résistances. Là, je cite un site évolutionniste qui est là pour défendre cette théorie et qui écrit « La théorie moderne de l'évolution, fondée sur les travaux de Darwin, constitue une révolution mentale profonde pour notre représentation du monde, et cela pour au moins deux raisons. D'une part, certains de ces concepts sont contre-intuitifs, pour le moins qu'on puisse dire. D'autre part, son matérialisme heurte nos esprits façonnés par des siècles de pensée religieuse et d'anthropocentrisme, au point de rejeter des rejets passionnels, même chez les non-croyants. Vous noterez que ce site qui défend l'évolution reconnaît que l'évolution, c'est quelque chose de matérialiste, qui va à l'encontre de la pensée religieuse et anthropocentriste, c'est-à-dire une place spéciale de l'homme dans la création. Et il remarque qu'il y a un rejet passionnel, même chez les non-croyants. Et moi, ça me fait sourire parce qu'en fait, Pascal avait déjà dit qu'en tout homme, il y a un vide en forme de Dieu. Même les non-croyants ont bien conscience que tout n'est pas que matière, qu'il existe des choses qui sont spirituelles, qui ne sont pas que matérialistes. Et cette résistance, moi, je m'en réjouis. Daniel Dennett, qui a écrit un livre, Darwin, l'idée dangereuse, déclare que le darwinisme est un acide universel qui dissout toute croyance théiste, et en particulier le christianisme. Alors lui s'en réjouit, et il partage l'avis de Richard Dawkins, les évolutionnistes théistes se font des illusions. Je crois que si on se pose des questions honnêtes, on doit se poser ces questions-là. L'homme doit-il accepter comme vérité des hypothèses qui n'ont jamais pu être vérifiées? Doit-il accepter le naturalisme comme philosophie imposée? La raison, c'est un peu comme une machine. Une machine, par exemple, qui fait des ailes de voiture. Si je rentre de la tôle de 3 mm, j'aurai des ailes de voiture en tôle de 3 mm. Si je rentre du plastique, j'aurai des ailes en plastique. Si je rentre du papier mâché, j'aurai des tôles en papier mâché. Si je rentre dans toutes mes théories, le matérialisme ou le naturalisme comme position d'entrée, je ne pourrai ressortir que des théories matérialistes. Mais ma raison ne m'interdit pas de rentrer autre chose que du matérialisme. Et moi, ma foi, elle est raisonnée, elle est solide. Je ne la mets pas n'importe où. Je l'ai analysée, je l'ai pesée et j'ai choisi de mettre ma foi en Jésus-Christ. Doit-on accepter la génération spontanée de la vie à partir d'atomes inertes, chose qu'on n'a jamais vue, on va en discuter,
Et doit-on accepter le passage d'une espèce à l'autre par des mutations aléatoires couplées à la sélection naturelle qui transformeraient progressivement des bactéries en hommes? Là aussi, on a beaucoup de questions à se poser. Karl Popper, qui est un philosophe des sciences généralement accepté dans toute la communauté scientifique, a dit qu'une théorie scientifique, c'est une théorie qu'on doit tester au critère de la falsifiabilité. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le critère de scientificité d'une théorie réside dans la possibilité de l'invalider, de la réfuter ou encore de la tester. Si je vous dis qu'avant le Big Bang, il y avait des petits hommes verts, ce n'est pas une théorie scientifique, parce que personne ne peut réfuter ni vérifier une pareille affirmation. Donc ça reste une élucubration d'Étienne Vergnaz, mais certainement pas une théorie scientifique. En fait, toutes les tentatives pour faire une génération spontanée de la vie ont échoué. Depuis plus de 100 ans, on a eu beaucoup de tentatives de mettre ce qu'on appelle une soupe primordiale. Imaginez comment était le monde au début, tous les atomes et les molécules qui étaient là en présence, rajouter de l'énergie, par exemple l'énergie électrique des éclairs. Et une des plus réussies date de plus de 50 ans. Stanley Miller a réussi effectivement, en faisant cette soupe cosmique, à créer quelques molécules qui se rassemblent et former quelques acides aminés. Est-ce pour autant que la vie est apparue? Certes non. C'est comme si je jette des lettres par terre au hasard et qu'il y a des aimants sur mes lettres pour qu'elles se collent les uns sur les autres. Eh bien, effectivement, peut-être quelques mots vont se former et je trouverai quelques mots du vocabulaire. Mais je ne trouverai pas une encyclopédie. Et en fait, on va voir tout au long de cette conférence que le vivant, c'est une encyclopédie et pas juste quelques acides aminés, quelques mots par-ci, par-là. Donc la vie n'a jamais été produite au laboratoire. De la même manière, on a essayé, par des mutations successives, d'accélérer ces mutations par des irradiations pour essayer de faire apparaître des organes et des espèces nouvelles. On a fait énormément de tentatives, notamment sur les mouches, sur les drosophiles, parce que c'est une espèce qui se reproduit vite, on peut avoir de nombreuses générations. Et qu'est-ce qu'on voit? À force d'irradier ces pauvres bêtes, elles perdent un œil, une patte, une aile, et parfois, une va naître qui a quelques malformations génétiques. Par exemple, ici, vous voyez une mouche qui a 2 paires d'ailes. Alors, c'est parfois présenté dans nos livres de sciences comme un exemple de l'évolution positive. Alors, c'est tout sans en être un. J'ai un de mes amis qui a eu un enfant qui est né, il avait 6 doigts à chaque main. Le professeur qui l'a vu à l'hôpital lui a pas dit « Ouais, super, l'enfant du 3e millénaire est arrivé, on arrive vers des surhommes ». Il a dit « Oui, c'est un défaut génétique bien connu, et on va l'opérer, et à 1 mois, on a enlevé le 6e doigt, et tout est rentré dans l'ordre ». En fait, cette pauvre mouche, ce n'est pas un avantage, parce qu'avec ses 4 ailes, elle ne peut pas voler, et le premier prédateur qui va arriver, le premier oiseau, c'est elle qui va se faire bouffer, parce qu'elle ne peut pas s'envoler. Donc c'est juste un défaut génétique de plus. C'est pour ça que le professeur Roberto Mattei écrivait dans une correspondance avec l'Europe « Le problème de la théorie de Darwin est qu'elle est moins qu'une hypothèse. Il s'agit d'une simple affirmation qui échappe à la méthode scientifique. L'évolutionnisme affirme que certaines espèces sont apparues sur Terre par l'effet du hasard et que des espèces déterminées descendent d'autres espèces. Ces affirmations, qui n'ont pu être ni vérifiées dans la nature, ni expérimentées au laboratoire, sortent donc du domaine de la science. En fait, de nombreux scientifiques ont remis en cause les bases de cette théorie. Par exemple, Lynn Margulis, qui était à l'Académie des sciences américaines, professeur de biologie évolutive, donc des gens qui ont passé toute leur carrière sur l'évolution, disait « La sélection naturelle élimine et peut-être maintient, mais elle ne crée pas. Les néo-darwinistes disent que de nouvelles espèces émergent lorsque des mutations se produisent et modifient un organisme. On m'a appris maintes et maintes fois que l'accumulation de mutations aléatoires a conduit à un changement évolutif qui a conduit à de nouvelles espèces. J'y ai cru jusqu'à ce que je cherche des preuves. » Et ne les ayant jamais trouvées, elle mettait au défi tous ses collègues biologistes moléculaires de citer une seule espèce, résultat du fruit de mutations qu'on puisse observer, et son défi a tenu jusqu'à sa mort. De même, le paléontologiste David Ropp, qui était professeur au département de géologie de l'Université de Chicago, président de la Paleontological Society et ancien doyen des sciences au Field Museum de Chicago, disait « Il n'y a aucune transition évolutive nulle part dans les fossiles. » Darwin avait dit, voilà, on a plein de fossiles, enfin on a quelques fossiles,
Et si ma théorie est vraie, dans le futur, on va en trouver des quantités, et alors on trouvera toutes les espèces intermédiaires qui prouveront que ma théorie est vraie. Et si on ne les trouve pas, il faudra renoncer à ma théorie. Alors, on ne les a pas trouvées, mais on n'a pas renoncé à sa théorie, et on verra qu'on n'y a pas renoncé beaucoup plus pour des raisons philosophiques, parce qu'on veut se débarrasser de Dieu, que pour des raisons scientifiques. Ce même David Rope, à ce sujet, disait, là il l'écrivait il y a 30 ans, mais il disait, eh bien nous sommes environ 120 ans après Darwin, et la connaissance des archives fossiles est considérablement développée. Nous avons maintenant quelques 250 000 espèces de fossiles, mais la situation n'a pas beaucoup changé. Le bilan de l'évolution est encore étonnamment saccadé, et paradoxalement, nous avons encore moins d'exemples de transition évolutive que nous n'avions à l'époque de Darwin. Alors vous noterez que ces deux personnes que je cite, je pourrais vous citer des centaines de chercheurs créationnistes qui démolissent l'évolution. Mais j'ai choisi de n'en citer que deux évolutionnistes au départ, des gens qui ne sont pas chrétiens et qui ont passé toute leur carrière sur une chaire de l'évolution. Et qui, à la fin de leur carrière, disent il y a problème. Il faut qu'on remette en question ces choses-là parce qu'on ne voit pas ce qu'on a cherché toute notre vie. Et après sa mort, il y a quelques années, l'Académie des sciences américaines a écrit un petit mémoire sur David Rope. Et dans ce mémoire, qu'est-ce qu'on lit? Dave n'était pas un créationniste, mais il respectait des points de vue différents. Et il était frustré par le fait que certains de ses collègues n'essayaient même pas de comprendre les principes de base du créationnisme. Dave était un homme honnête et intègre. Et j'aime ces gens qui ne pensent pas comme moi, qui ne partagent pas la foi, mais qui cherchent à partager des faits objectifs. Et j'aime cette intégrité. Alors, ça n'empêche pas que dans nos livres scolaires, on a trouvé toujours quelques espèces intermédiaires qu'on a appelées espèces transitoires. Et pendant tout un temps, c'était le colacanthe. On avait un fossile qui était daté à 60 millions d'années, et on disait, voyez, ce fossile, c'est un poisson qui commence à avoir des nageoires qui se transforment en pattes, et il ne va pas tarder à sortir de l'eau et se transformer en autre chose. Donc c'est une preuve d'un fossile, une transition évolutionniste. Et puis un jour, on a trouvé un colacanthe vivant. Pourquoi on ne l'avait pas trouvé avant? C'est des poissons qui vivent à grande profondeur, et du coup, qui vivent dans le noir, et qu'on ne pêche pas souvent. Mais quand on regarde le colacanthe d'aujourd'hui, eh bien, il est exactement pareil que le fossile daté en millions d'années. En fait, on voit la stabilité des espèces et non pas une quelconque transition évolutionniste. Mon ami André Hegen avait donné il y a 2 ans ce transparent qui m'avait frappé, et il disait, si la théorie de l'évolution est vraie, là c'est un exemple d'arbre phylogénétique, comment à partir de cette bactérie, on serait arrivé à créer toutes les espèces. Et si cette théorie est vraie, alors on devrait avoir, mettons, 100 000 fossiles sur la ligne de droite, et puis sur l'intersection après, peut-être que 10 000, l'intersection après, peut-être que 1000, et puis peut-être que 100 sur d'autres, et puis peut-être aucun, bien sûr, sur l'ancêtre commun, où on n'est pas censé obligatoirement retrouver l'original. Et si c'était vrai, on aurait quelque chose qui appuie un peu ces arbres phylogénétiques. Dans les faits, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, des milliers de fossiles dans la ligne de droite, et strictement aucun qui conforte une quelconque lignée évolutionniste. La paléontologie n'a jamais trouvé ce que Darwin avait prétendu qu'on allait trouver. En fait, qu'est-ce qu'on a? C'est plein de feuilles, mais toutes les branches qu'on met à ces feuilles sont imaginaires. On met les branches un coup comme ci, un coup comme ça, on les relie par la droite, par la gauche, ça change tout le temps, mais c'est basé sur rien, parce qu'on n'a que les feuilles. Alors, ces arbres phylogénétiques qui nous sont enseignés à l'école évoluent tout le temps. Moi, j'ai appris plutôt celui avec le singe, celui en haut à gauche. Mes enfants ont appris peut-être celui du milieu ou celui de droite. Mes petits-enfants ont appris celui en dessous. Et certains professeurs de SVT me disaient que maintenant, la dernière mode, c'est de les faire tout rond, parce qu'il ne faut surtout pas que l'homme soit en haut de la série évolutive. Et pour le ramener au même niveau que n'importe quelle espèce, on va le mettre en rond. Et donc, c'est la dernière génération d'arbres phylogénétiques. En fait, d'ailleurs, ces classifications, j'ai mis quelques trucs qui m'ont amusé. Dans le passé, on avait le colacanthe qui était dans la famille des poissons. Il paraît que maintenant, dans la nouvelle classification, il faut mettre l'homme avec le colacanthe et la truite à part.
Il paraît maintenant que dans la nouvelle classification, le bouleau est plus apparenté au haricot qu'au platane. En tout cas, c'est ce qu'écrit Guillaume Lecointre. Moi, ça m'a fait rire. Je pense que des fois, un peu d'humour, ça fait du bien. En fait, cette théorie est sans cesse remise en question par la science, parce que dès qu'on fait un arbre, la science montre que la branche ne marche pas. Pendant longtemps, notre arbre, on descendait du singe. Et puis un jour, on a montré que l'homme était antérieur au singe. Alors ce journal, Philosophie des sciences, avait fait une petite page de garde un peu pleine d'humour, et il avait marqué le singe descend de l'homme, alors si l'homme ne descend plus du singe. Et c'était un peu pour se moquer de nos changements, qui fait qu'après avoir fait une certaine lignée, après les choses changeaient. En fait, Yves Coppens, qui a écrit un ouvrage qui défend à fond l'évolution, mais qui en fait à la fin dit des choses que je trouve fort intéressantes à la fin de son ouvrage. Il dit la paléontologie, de par la nature fragmentaire de son information, a en plus l'extraordinaire devoir d'imaginer. Ça veut dire qu'on ne trouve jamais un squelette bien constitué, tout prêt à l'usage avec une datation. On va trouver un os par ici, un petit bout de crâne par là, et puis, en fonction de la profondeur où on l'a trouvé, par des raisons de symétrie, en appuyant sur telle ou telle théorie, on va reconstituer l'animal à partir de ces quelques fragments. C'est pour ça qu'il dit la part qu'elle emprunte à l'hypothèse est immense, et là où je suis pleinement d'accord avec lui, et il dit c'est peut-être d'ailleurs cette importance de l'imaginaire qui fait qu'elle fascine. Mais, comme il le dit, ces arbres sont principalement liés dans notre imaginaire. C'est comme ça qu'on nous a présenté Lucie comme la grand-mère de l'humanité, et puis qu'en 99, Science et Vie titrait « Adieu Lucie ». Parce que le même Yves Coppens qui avait découvert Lucie avec d'autres, nous disait non, finalement, Lucie n'a plus rien à voir avec les lignées de l'humanité. Alors les scientifiques sont tous d'accord là-dessus, mais tous les journaux, toutes les revues, tous les musées ont conservé Lucie, grand-mère de l'humanité. On le conserve non pas parce que c'est un fait scientifique, mais parce qu'on veut faire passer une idée philosophique. Néandertal, on sait aujourd'hui que c'est un homme comme nous, mais la vision qu'on en avait il y a une centaine d'années, c'était un hominidé mi-homme, mi-singe, une espèce intermédiaire entre l'homme et le singe. 50 ans plus tard, on l'aurait dessiné comme un homme des cavernes. Et aujourd'hui, grâce à la génétique, grâce à l'ADN, on peut reconstituer beaucoup mieux Néandertal. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est un homme comme nous, avec la peau, les cheveux et les yeux clairs. S'il était dans cette salle, pour peu qu'il s'habille un petit peu, personne ne le remarquerait particulièrement. Il y a un médecin légiste qui a fait un travail intéressant. Et il a reconstitué, à partir d'un vieux crâne daté à 5500 ans, le visage de l'homme. Mais au lieu de le confier à un paléontologue qui aurait fait un homme des cavernes, il l'a confié à un médecin légiste pour qu'on nous reconstitue le bonhomme sur la scène du crime. On dit, voilà, on a trouvé ça, reconstituez-moi. Et à partir de la génétique, à partir de l'ADN, eh bien, il a reconstruit. Et il a reconstitué comme il a pensé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cette figure en cire qui est sur cette image. Parce qu'en fait, la reconstitution des tissus mous dépend du point de vue. Nous, tout ce qu'on a, c'est les ossements. Alors là, on a donné à un homme qui avait un point de vue moderne, il reconstitue à la façon moderne. Si on l'avait donné à un paléontologiste qui a une reconstitution imbibée de tous les hominidés qu'il a dessinés, il l'aurait dessiné autrement. Donc, beaucoup de prudence avec les reconstitutions, car la paléontologie ne donne pas les tissus mous. Mais aujourd'hui, la génétique nous donne beaucoup d'informations, même sur les tissus mous. Alors, bien sûr, on est dans un monde qui évolue. Il n'y a aucun problème là-dessus. La matière évolue, le vivant aussi, bien sûr. Chaque être humain grandit, vit, meurt. Eh bien, le monde, c'est pareil. Le monde a eu une naissance, il grandit, il vieillit, il aura une fin. Et la principale cause de la diversité, c'est le brassage génétique. La sélection naturelle aide à la conservation de l'information génétique, mais ne la crée pas. De très nombreuses mutations permettent une forme d'adaptabilité. En fait, le vivant se déconstruit et se reconstruit, mais se reconstruit pas de manière aléatoire, mais toujours avec, on verra l'ADN, qui, en face de chaque lettre, il y a une autre qui est toujours la même, qui permet de se reconstruire à l'identique. Et cette déconstruction-reconstruction va lui donner une adaptabilité à son environnement remarquable. Toutefois, lorsque les mutations vont trop loin, si la cellule est mal réparée, elle se suicide, c'est l'apoptose.
Et si elle va trop loin dans l'espèce, eh bien, l'espèce ne se reproduit plus et va disparaître. C'est le cas, par exemple, des OGM hybrides. Là, vous avez un exemple de la diversité sans fin donnée par le potentiel génétique. Les plantes, les animaux ont été créés avec un grand nombre de gènes. Ce grand nombre de gènes donne à une espèce son potentiel génétique, le potentiel de produire une variété de types à l'intérieur de l'espèce, de s'adapter à une grande variété d'écosystèmes et d'assurer la survie de l'espèce au travers de la sélection naturelle. Là, on a l'exemple des chiens, où on voit toute cette variation qui est seulement liée à des croisements divers qui ont multiplié cette diversité. Une autre raison pour laquelle le monde évolue, c'est que Dieu nous a fait à son image créateur, il nous a fait intelligents, il nous a fait avec une capacité de créer. Si on avait gardé les épis de maïs tels qu'ils étaient depuis toujours, on aurait toujours un épi de maïs qui ressemble beaucoup à un brin d'herbe. Mais c'est par des croisements intelligents que petit à petit on a sélectionné des épis, qu'on a croisés avec d'autres et qu'aujourd'hui on est arrivé à ces gros maïs jaunes que vous pouvez acheter sur le marché. C'était un long travail. C'est pareil pour le lait. Une vache au Mali qui est livrée à elle-même, elle fait quelques litres de lait par jour. Mais en croisant, en sélectionnant les races, comme l'ont fait nos amis suisses qui m'ont donné certains éléments, eh bien, on peut voir que la croissance de la production a augmenté. Et j'ai connu des agriculteurs suisses qui étaient très fiers parce que leur grand-père avait déjà fait ce travail et avait gagné des concours agricoles avec des vaches qui faisaient 20 litres par jour. Et puis après, son fils avait continué et ça en faisait 30 litres. Lui, il gagnait aussi les concours et maintenant il était à 40 litres. Mais il disait, mais si on croisait nos bêtes au petit bonheur la chance, eh bien, il n'y a rien qui se passerait. Mais on fait un travail de sélection intelligente. Et la dernière raison qui donne cette évolution, qui ne doit rien au hasard, c'est l'accumulation de puissance par accumulation d'informations. Dans le passé lointain, on transmettait à son fils un savoir-faire artisanal, paysan, et on transmettait. Puis, avec les parchemins, l'écriture, l'imprimerie, on a pu transmettre un peu plus. On a pu transmettre une certaine connaissance. Mais avec le siècle de l'informatique, aujourd'hui, on a une puissance phénoménale parce que rien qu'en faisant cet exposé, j'utilise des milliers d'heures de Microsoft qui a fait PowerPoint, qui a fait tout ça. J'utilise les gens qui ont créé le net. Je peux avoir accès aux chercheurs russes, chinois et américains qui ont publié il n'y a pas plus tard qu'hier. Donc, j'ai un accès à l'information qui donne une impression de puissance. Est-ce pour autant qu'on était un hominidé complètement idiot et qu'on est en train de devenir un homme extrêmement intelligent? Certes non. Il suffit de regarder les pyramides d'Égypte ou le pont du Gard. Moi, j'habite près du pont du Gard. Si on avait les moyens qu'ils avaient, je ne pense pas qu'aujourd'hui on saurait les refaire avec les moyens qu'ils avaient, sans les moyens modernes. Quand on voit la pente d'un canal sur 50 km alors qu'ils n'avaient pas de laser ni rien et qu'ils ont réussi à faire amener cette eau à travers le pont du Gard, c'est juste magnifique. Donc non, les hommes ont été créés intelligents. Il peut y avoir des périodes de l'histoire où bénédiction, malédiction, ça régresse. Mais globalement, ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui change, mais c'est l'environnement qui est à sa disposition. Alors, la théorie de l'évolution prétend donc, ce qui est la figure du haut, qu'une cellule primitive a évolué vers toutes les espèces et a donné toutes les espèces qu'on observe, y compris l'homme. Et parfois, pour, je dirais, combattre des gens qui, comme nous, n'y croyons pas, on va nous affubler de certains qualificatifs du type fixite, mais alors vous pensez qu'il n'y a aucune espèce qui se crée, que tout est absolument figé depuis la vie des temps? Eh bien non. Non, ce que nous croyons, c'est que Dieu a créé un certain nombre d'espèces et que la diversité s'est faite dans le temps à partir des espèces d'origine à la création. Ces espèces, on les a souvent appelées des baramines, de l'hébreu bara qui veut dire créer, et mine, espèce ou sorte. Et on pense qu'à partir de ces espèces initiales, toute une diversité a pu se produire. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur ces baramines, sur ces espèces. La Bible n'est pas très explicite sur ce nombre d'espèces. Et pendant longtemps, on aurait pu dire, il n'y a rien de trop à dire. Mais en fait, aujourd'hui, la génétique, et c'est un des domaines clés de notre congrès, la génétique nous parle de plus en plus. Par exemple, la génétique moléculaire permet de reconstruire en partie l'histoire des races canines, leur relation avec le loup, le dingo, la hyène. Et puis on voit un moment où tout d'un coup, il y a plus de 400 races canines, ça s'accélère. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme s'en mêle.
Et l'homme s'en mêle parce qu'à la cour des rois de France, c'était la mode d'avoir le chien le plus gros, le plus petit, et on fait tous les croisements les plus extravagants parce que c'était la mode. Et là, la diversité génétique va beaucoup plus vite que ce qu'aurait attendu Darwin, parce que, en fait, ça va très très vite. Mais malgré qu'ils soient grands, petits, gros ou maigres, ça reste des chiens. Et en fait, toutes ces choses-là montrent qu'à partir d'un canidé est venue toutes sortes d'espèces. Il en est de même pour les bovins. Aujourd'hui, un article dans Molecular Biology et Évolution nous dit que tous les bovins ont une origine au Proche-Orient, il y a quelques 10 000 ans. Grâce à l'extraction d'ADN mitochondrial d'ossements trouvés en Iran, nous savons maintenant que toutes nos vaches actuelles descendent de 80 aurochs sauvages seulement. Donc on se rapproche de plus en plus d'une espèce qui a donné sa diversité à l'ensemble des espèces. Mais c'est vrai pour les plantes. Prenons l'exemple du pommier. En comparant le génome de différentes variétés de pommiers cultivés et des pommiers sauvages, les biologistes établissent leur histoire évolutive. Domestiqué en Asie il y a plus de 4000 ans, le pommier se serait hybridé plusieurs fois avec des pommiers sauvages au gré de son périple jusqu'en Europe. En fait, chaque fois on voit le départ est au Proche-Orient, et chaque fois c'est il y a quelques milliers d'années. C'est quand même intéressant. Et l'homme là-dedans? Eh bien, à partir de la génétique, eh bien, on fait des lignées, et là encore, les premiers hommes apparaissent à partir de la génétique au Moyen-Orient et se divisent en 3 branches. Je ne pense pas que les scientifiques qui ont publié ce papier, et je ne sais pas, enfin j'ai aucune idée s'ils connaissent la Bible ou pas, mais moi qui la connais, je suis frappé de la concordance qu'il y a entre ces données génétiques et ce que nous dit la Bible sur les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, qui peuplèrent la terre après le déluge et sont partis dans 3 directions, et la Bible nous explique lesquelles. Donc, la science moderne est en train de nous confirmer de manière magnifique ce que la Bible nous disait déjà. Et là où on n'avait pas beaucoup d'informations, la génétique est en train de lever des pans du voile d'une manière magnifique. C'est pour ça qu'on a invité des généticiens et que ça sera un des domaines phares de ce congrès. Alors bien sûr, nous croyons tous à la microévolution, ces petites évolutions au sein de l'espèce, qui est reconnue, acceptée de tous. Ce que nous doutons, c'est la macroévolution, ce saut vers de nouvelles espèces. En fait, année après année, les bactéries évoluent, mais restent des bactéries. Les virus évoluent, mais restent des virus. Et d'ailleurs, ils évoluent sans doute plus vite que ce que Darwin l'aurait imaginé. Parce que quand on voit que les vaccins sont mis en point en septembre, souvent ne sont plus valables en février parce que le virus de la grippe a évolué, ça va très vite. Mais malgré que ça va très vite, les virus restent des virus. La sélection naturelle et l'adaptation préservent les formes de vie plutôt qu'elles n'en produisent de nouvelles. J'aime beaucoup ce que nous a fait remarquer ce biophysicien israélien, Lee Spitner, et il dit « Quiconque croit que des mutations qui réduisent l'information peuvent engendrer la macroévolution est semblable à un commerçant qui perd un peu d'argent à chaque vente et pense pouvoir compenser ses pertes en volume. » En fait, non seulement on ne voit pas les espèces transitoires, mais au contraire, ce qu'on voit, c'est une remarquable stabilité des espèces. Là, nous avons une méduse fossile datée à quelques 220 millions d'années. Alors, je donne datée, on aura des exposés durant le colloque qui nous parleront de ces datations, qui verront qu'on peut avoir beaucoup de doutes sur ces extrapolations à très long terme, mais peu importe, que ce soit en milliers ou en millions d'années, on voit que ces fossiles très anciens et l'espèce d'aujourd'hui, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, il n'y a pas d'évolution. Un scorpion très ancien ou un scorpion d'aujourd'hui, c'est pareil. Un crocodile daté à 150 millions d'années en fossile et un crocodile d'aujourd'hui, pas de changement. Une antilope, un lapin, une fougère, pas de changement. On a au contraire une remarquable stabilité d'espèce. Non seulement stabilité de l'espèce, mais même de leur mode de vie. Là, on a saisi dans l'ambre une scène de chasse où des fourmis vont attaquer une termite. Eh bien, c'est exactement comme ça se passe aujourd'hui. Cet article de Science était scotché de dire cette scène d'attaque a été figée par une coulée d'ambre. Eh bien, on la retrouve après, ce qu'ils pensent 10 millions d'années, exactement comme ça se produit aujourd'hui. Non seulement l'espèce n'a pas évolué, mais sa vie sociétale reste la même. C'est vrai pour les poissons aussi. Moi, quand j'ai vu cette image, j'ai cru que c'était un banc de poissons. Eh bien non, c'est un fossile daté à 50 millions d'années. On dirait qu'ils sont vivants. Alors d'ailleurs, quand on prend tous ces fossiles, le crocodile, ce banc de poissons, eh bien on comprend bien qu'ils ne peuvent pas être
formé avec une couche qui s'est déposée d'1 millimètre tous les 100 ans ou tous les ans. Parce qu'il y a longtemps que ça aurait été détruit par différents prédateurs, par le vent, l'érosion. Donc on voit bien que ces fossiles, comme un crocodile entier ou une antilope entière, sont liés à un événement catastrophique, comme la coulée d'ambre, qui tout d'un coup va se figer en un seul moment l'ensemble de ces espèces et de ses collègues. Alors maintenant, parlons un peu de l'ADN. L'ADN, c'est la base dont on va beaucoup parler en génétique. C'est la base de l'information qui est dans notre cellule. C'est d'abord une quantité d'informations absolument gigantesque. 1 million de gigabits par centimètre cube d'ADN. C'est un volume 10 milliards de fois plus dense que le meilleur de nos CD. C'est, pour le génome humain, quelques 3 milliards de bases de lettres A, C, G, T. Ça veut dire que le nombre de combinaisons possibles, c'est 4 à la puissance 3 milliards. Ce chiffre est absolument faramineux. Ça fait 10 à la puissance 18 000. Un chiffre comme ça veut dire qu'il n'y a aucune chance, même sur des milliards d'années, que ça se produise par hasard. C'est un chiffre, le nombre de combinaisons est absolument ahurissant. Mais l'ADN, ce n'est pas seulement un système de stockage d'informations génial, mais le fait qu'en face d'une lettre, il y ait une autre qui est toujours la même, et cette forme en forme d'hélice va permettre de se dupliquer et de s'auto-réparer. Lorsqu'il y a un défaut, il va savoir qu'est-ce qu'il faut réparer en face en regardant ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc, c'est vraiment une conception absolument géniale pour stocker cette information, pour la dupliquer, le vivant se reproduit, et pour la réparer. Les mutations sont en très grand nombre, beaucoup plus que ce que je pense Darwin aurait pensé. On calcule que le simple maintien du corps à 37 degrés conduit à l'apparition de 20 000 à 40 000 cassures d'ADN et 10 000 disparitions de base par cellule et par jour. C'est fantastique, c'est énorme. Depuis que je suis là, je ne compte pas le nombre de bases depuis que je vous parle. Mais ce qui est extraordinaire, et mon corps devrait être détruit par toutes ces mutations, mais ce qui est merveilleux, c'est que l'organisme se répare merveilleusement. Et au fait, à ça se rajoutent les produits extérieurs. Par exemple, 1 heure de bain de soleil, ça va rajouter 60 à 80 000 pontages de base par cellule. Mais l'organisme les répare avec un taux de succès de 10 à la puissance 18. Ça veut dire qu'il fait un sans faute 1 milliard de fois. Il n'y a aucune usine qui est capable de faire un sans faute comme ça. 1 milliard de fois. Et puis quand, après 1 milliard de fois, il peut y avoir un loupé, il y a encore un mécanisme magnifique qui s'appelle l'apoptose. La cellule mal réparée se suicide pour ne pas développer un problème dans le corps. Donc c'est un organisme absolument génial qui se répare et s'adapte en permanence. Alors il y a une dizaine d'années, on nous disait que les gènes du chimpanzé et de l'homme se ressemblaient à 98,8% et que l'homme et la souris étaient à 99%. Alors je faisais remarquer à cette époque-là aux gens qui faisaient ça, alors pourquoi vous mettez le chimpanzé si la souris c'est plus près? Si vraiment ce qui vous pousse c'est la proximité en termes de génome, vous auriez plutôt dû mettre la souris. Mais je reconnais que ça aurait fait un peu tâche dans la fresque évolutive, donc je peux comprendre qu'ils aient choisi le chimpanzé. Mais en fait aujourd'hui on peut balayer tout ça. Pourquoi? Déjà à cette époque, 1 ou 2%, ça pouvait paraître faible. On pouvait dire oui quand même les génomes sont très communs. Mais quand on voit qu'il y a 3 milliards de bases, 1% c'est 3 millions. Et comme nous l'expliquera André Hegen demain, des dizaines de millions de mutations, même sur des millions d'années, c'était juste pas possible. Donc déjà, avec 1 ou 2%, c'était strictement impossible qu'on dérive l'un de l'autre. Mais aujourd'hui, on peut balayer tout ça parce que toutes ces comparaisons ont été faites sur ce qu'on appelle l'ADN codant. C'est-à-dire la petite partie qui code pour des protéines. Et en fait, ça ne représente que 1,5% du génome humain. Et on disait tout le reste, c'est le junk ADN, c'est l'ADN poubelle, ça sert à rien, c'est un résidu de l'évolution. Alors depuis, on est revenu sur cette affirmation qui m'a toujours paru douteuse, parce que moi je ne pense pas que Dieu ait fait beaucoup d'ADN poubelle, et on se rend compte que ça n'existe pas, et ça sera développé demain dans un des exposés, et on nous montrera plus en détail qu'en fait, tout cet ADN qui était appelé poubelle, en fait, code pour des tas de choses extrêmement intéressantes, et que si on veut faire des comparaisons, il faut faire sur la globalité du génome. Et dans ce cas-là, la comparaison avec le chimpanzé n'est plus que de 85%, celle avec la poule de 65%, celle avec la banane de 50%. Ce qui ne veut pas dire qu'on descend de la poule, de la banane ou du chimpanzé,
mais qui veut dire tout simplement que notre créateur génial a utilisé le même système de stockage d'informations pour créer la banane, pour créer la poule, pour créer le singe et pour créer l'homme. Et que c'est un système génial. C'est pour ça que même les politiques ont déclaré, lorsqu'on a décodé le génome humain, aujourd'hui nous apprenons la langue dans laquelle Dieu a créé la vie. Alors quand on vous dira ça descend parce que ça se ressemble, n'y croyez pas. Les similitudes ne sont pas des preuves de l'évolution, mais indiquent un concepteur unique. Alors maintenant, parlons un peu de cosmologie. Quand on regarde la Terre, on l'appelle la Belle Bleue, souvent. Et quand les astronautes sont dans le ciel, ils disent on est passionné par la Terre. Pourquoi ? Parce que c'est la seule qui a de l'eau libre en grande quantité. Dans le cosmos, il y a de l'eau, mais la plupart du temps, c'est de la glace, comme les anneaux de Saturne, ou de la vapeur, parce qu'il fait très très chaud près des étoiles et très très froid partout ailleurs. Mais de l'eau libre en quantité importante comme nous avec nos océans, on n'en trouve pas. Et puis la Terre est dans le système solaire, tout bouge. Je ne discuterai pas sur la Terre qui tourne autour du Soleil ou l'inverse, parce que tout ça, pour un physicien, c'est un faux problème, c'est qu'un changement de repère. Si vous voulez savoir les trains qui vont entre Avignon et Mulhouse, il vaut mieux mettre le repère sur la Terre. Si vous voulez savoir les marées, il vaut mieux le mettre sur le Soleil. Mais si vous vous intéressez au trou noir, le mettre sur le Soleil, ça n'a pas plus d'intérêt que le mettre partout ailleurs. Donc on verra que tout est en mouvement. Le Soleil lui-même tourne autour d'un centre et il met un temps extrêmement long pour faire un tour. Mais ce Soleil, il est dans une galaxie. Notre galaxie, c'est la Voie lactée, qui contient à peu près 140 milliards de soleils. Et il tourne lui-même autour d'un centre à 200 km par seconde, en 200 millions d'années. Donc, en fait, tout est en mouvement, tout nous émerveille. Et au-delà de notre galaxie, il y a d'autres galaxies, qui elles-mêmes tournent et bougent, etc. Et alors, face à tout ça, il y a deux approches possibles. Et j'ai bien aimé un livre de Hubert Reeves, parce que dans ce même livre apparaissent les deux approches, quelque part. Quand on lit le début, on lit ce livre, ça s'appelle Poussière d'étoiles, ce livre. Ce livre vous détecte une ode à l'univers. J'ai tenté de rendre hommage à sa splendeur, son intelligibilité, d'exprimer à la fois sa créativité, son inventivité, sa beauté et sa richesse. J'ai voulu donner à contempler et à comprendre. Quand on lit ça, tout te parle d'un créateur. Tout émerveille. Regardez sa splendeur, son intelligibilité, sa créativité, son inventivité, sa beauté, sa richesse. Et puis il continue son livre et il finit. Mais finalement, nous n'habitons pas le centre du monde, mais une toute petite planète minuscule au milieu d'une étoile banale, comme il y en a des milliards d'autres dans notre galaxie. Nous ne sommes rien que de la poussière d'étoiles. Et donc, finalement, entre le début et la fin du livre, on va voir le point de vue émerveillez-vous de la création et le point de vue nous sommes néants. Et je pense qu'il a oscillé, ce monsieur Reeves, entre les deux points de vue pendant tout un temps. Malheureusement, je crains que c'est le dernier aujourd'hui qui gagne parce que la pression du monde est très forte. Si on n'a pas Jésus, c'est difficile d'y résister. Moi, je pense qu'il y a un point de vue qui est celui de la Bible, qui est celui de s'émerveiller. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Ou alors, comme David, dire « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Alors, l'autre point de vue, c'est de dire, finalement, alors le Big Bang déjà, cette théorie, le modèle standard, c'est quoi ? C'est que pendant longtemps, on a pensé que rien ne bougeait, l'univers était stationnaire, et puis un jour, il y a des gens qui ont vu que l'univers était en expansion. Alors il y a quelqu'un qui a réfléchi, il dit si maintenant il est en expansion, ça veut dire qu'avant il s'est rétréci. Donc avant il était de plus en plus petit, et finalement à un moment il devait être un point singulier, et au début les physiciens n'y ont pas cru, et se sont moqués de lui. D'ailleurs, c'était un moqueur qui, un jour à la BBC, pour se foutre de Georges Lemaître, qui défendait cette idée, avait dit, mais son truc, là, vous voulez appeler ça, tu crois, une espèce de Big Bang. Et en fait, l'expression est restée d'un Big Bang. Et puis finalement, on a conforté par des mesures que l'univers est en expansion, et c'est devenu le modèle standard. Mais là, l'approche est un petit peu comme dans la théorie de l'évolution. Au lieu de s'émerveiller de la création et de beaucoup de choses que la science nous permet d'apprendre, si on veut faire une science sans Dieu, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, on ne sait pas comment est venu le Big Bang, comme la première cellule, comment la vie est apparue, on n'en sait rien, mais c'est apparu comme ça, tout à fait par hasard. Et puis, tout a évolué par hasard, uniquement conduit par 4 forces qui sont complètement neutres et aveugles. C'est la force de la gravitation, la force électromagnétique, la force nucléaire faible et nucléaire forte, qui finalement régissent la matière. Et il n'y avait rien d'autre. Alors, bien sûr, ces forces sont réelles et ces forces agissent, mais
À mon sens, pas seulement. Et on va regarder la suite. Le premier jour de la création, avant la théorie du Big Bang, tout le monde pensait que l'univers était considéré comme immuable et éternel. Seule la Bible nous disait que la création ne marque pas seulement le commencement de l'espace, mais aussi de la matière et du temps. Et moi-même, j'y croyais uniquement parce que j'étais chrétien. Mais j'aurais jamais pensé que ça soit accessible à la science. Pour moi, le fait que Dieu était dans l'éternité, qu'un jour on reviendra dans l'éternité, c'était un concept chrétien que je partageais en tant que chrétien, mais qui était inaccessible à la science. Et moi-même, j'ai été scotché lorsque j'ai commencé à avoir quelques cours sur ces domaines-là. Et parce qu'en fait, le Big Bang, c'est un séisme pour les athées, comme le dit Arno Penzias. Arno Penzias, c'est un prix Nobel de physique qu'il a eu en 1978. Et il nous dit quoi? L'astronomie nous conduit vers un événement unique, un univers créé à partir de rien, avec juste le délicat équilibre nécessaire à l'apparition de la vie. Un univers qui obéit à un plan sous-jacent. On pourrait dire un plan surnaturel. Pour être cohérent avec nos observations, non seulement nous devons comprendre que non seulement il y a création de la matière, mais aussi de l'espace et du temps. Les meilleures données dont nous disposons sont exactement ce que j'aurais pu prédire si je n'avais rien lu d'autre que les 5 premiers livres de la Bible, les psaumes, la Bible. Le Big Bang a été un instant de brusque création à partir de rien. Que nous dit la Bible? Il nous dit qu'il fit les luminaires pour présider au jour et à la nuit. Il les fit à dessein pour éclairer la terre. Et un petit clin d'œil, on voit le dessein de Dieu quand on regarde une éclipse de soleil par la Lune. La Lune n'a pas du tout le même diamètre que le Soleil, et pourtant le diamètre apparent est quasiment le même. Le fait de ça, penser que c'est juste par hasard, pour moi c'est un clin d'œil de Dieu, qui a fait juste que la Lune, qui est beaucoup plus petite que le Soleil, soit dans la proportion des distances pour qu'on puisse avoir juste l'éclipse de Soleil cachée par la Lune. Là, j'ai tiré ce transparent d'un cosmologiste suisse qui faisait une conférence qui s'appelait « La cosmologie est-elle neutre ?» Il s'agit de Sylvain Bréchet. Et dans cet exposé, il nous disait que l'existence de toute forme de vie biologique dépend de l'ajustement précis des lois et paramètres physiques, ce qu'on appelle le fine-tuning. Si le rapport des constantes de couplage, de la force électromagnétique et de la force nucléaire forte différait de 10-40, c'est-à-dire à la 40e décimale, les atomes ne seraient pas stables, il n'y aurait pas d'atomes, donc pas de vie. Si la constante cosmologique différait à la 120e décimale, les galaxies ne se seraient jamais formées. Et un de ces physiciens, qui s'appelle Penrose, a calculé la probabilité que ça se fasse, qu'on ait l'espace de phase correspondant à ces observations par hasard. Et son calcul est arrivé à un chiffre astronomique, une chance tous les 10, à la puissance 10, à la puissance 123. Un nombre qu'on ne peut ni imaginer, ni même écrire. Si on voulait l'écrire, il faudrait mettre un 1 et 10 puissance 123 zéro derrière. Mais comme on estime qu'il y a seulement 10 puissance 80 atomes dans l'univers, eh bien on n'aurait pas assez d'atomes dans l'ensemble de l'univers pour pouvoir écrire ce chiffre, même si on arrivait à mettre un digit par atome. C'est pour vous dire, un chiffre comme ça veut dire que la probabilité que cet ajustement précis soit par hasard est nulle de chez nul de chez nul. C'est ce que nous dit Roger Penrose quand il nous dit ce nombre, nous dit à quel point l'objectif du Créateur devait être précis. La Terre a tous les paramètres parfaitement réglés pour accueillir la vie humaine. Alors je vais passer vite, mais la position du Soleil, par exemple, notre système solaire, il est juste dans la galaxie, un endroit où il n'y a pas trop de rayonnement, loin des supernovas, loin du milieu, pour que la vie puisse se développer. La masse de la Terre, si la Terre était toute petite, peu de gravité, comme sur la Lune, pas d'atmosphère, on ne respire pas. Une énorme gravité, comme sur Jupiter, les gaz qu'on a, c'est l'hydrogène, l'hélium, on ne vivrait pas. Mais la Terre a juste la bonne masse pour retenir l'oxygène, l'azote. Pas que l'oxygène, parce que si on était 100% oxygène, on brûlerait, ça serait trop oxydant. Mais juste l'oxygène et l'azote, juste la bonne masse. La bonne distance, parce que si on était 10% plus près du Soleil, l'eau serait vapeur, on n'aurait pas de vie, mais 10% plus loin, l'eau serait glace, pas de vie. La présence de la Lune qui stabilise l'inclinaison de la Terre et donc stabilise les saisons. La présence de Jupiter qui divise par 1000 le nombre d'astéroïdes qui frappent la Terre. En fait, quand vous regardez dans le ciel, vous voyez plein de cratères parce que des astéroïdes frappent les planètes. Et la Terre devrait être détruite par ce nombre de météorites qui frappent. Mais 99,9% celles qui devraient frapper la Terre sont déviées par l'énorme gravité
de Jupiter et vont sur Jupiter. Alors on peut penser que c'est par hasard, mais une fois du hasard, 2 fois du hasard, 3 fois du hasard, ça fait quand même beaucoup de hasard. On pourrait parler de l'effet de serre, etc., de tellement d'autres paramètres. En fait, la question qu'on me posait jusqu'à 95, c'est oui, mais dans ces milliards de galaxies, il y en a certainement d'autres comme la Terre. Quand vous aurez découvert les exoplanètes, vous verrez qu'on en trouve d'autres. Moi, j'y croyais pas vraiment, mais scientifiquement, j'avais rien à dire, puisque j'avais pas été là-bas. Et puis, en 95, on a découvert la première exoplanète. Et puis, on en découvre à peu près une par semaine depuis. Et quand on lit ce que nous disent les physiciens à ce sujet-là, ils disent la première surprise de ces premiers milliers de découvertes, c'est l'extraordinaire diversité des exoplanètes, des architectures et des systèmes dans lesquels elles prennent place. Comprenez par là, dit de manière feutrée, que c'est des atmosphères toutes plus agressives les unes que les autres, dans lesquelles il n'y a strictement aucune chance d'y trouver la vie humaine. Et en fait, une fois de plus, cela confirme ce que la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux humains. La terre, tout est parfaitement réglé pour accueillir la vie humaine. C'est en accord avec ce que dit la Bible. Voici ce que le Seigneur déclare, lui qui a créé le ciel, lui le Dieu qui a fait la terre, qui l'a façonné et consolidé. Il ne l'a pas créé vide, mais il l'a faite pour être habité. Et habité par la vie humaine, bien sûr. Parce que la théorie de l'évolution a voulu nous faire croire que si on découvrait une bactérie sur Mars, ça serait y trouver la vie. Mais la vie humaine, la vie d'un animal, la vie d'une bactérie, ça n'a rien à voir. La Bible nous enseigne qu'il y a une vie biologique, des plantes, des bactéries, du corps, une vie psychique, des animaux, mais on a aussi, nous les hommes, une vie zoé, la vie de l'esprit qui nous différencie des animaux. Comme l'a dit Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Le mythe du hasard, aujourd'hui, est mis à mal par tous les outils extraordinaires de la science moderne. La complexité irréductible de la vie, découverte par les biologistes, la cellule qui est cet organisme si complexe, qui est une véritable usine, qui ne peut pas exister s'il manque une pièce, il se serait suicidé, il n'existerait pas. Donc il faut qu'il y ait tout pour que ça marche. Une seule protéine, les conditions extraordinaires du Big Bang ayant permis le développement du système solaire, l'unicité de la Terre au milieu d'une multitude de planètes développant une diversité extraordinaire. S'il y a un siècle, la Bible et la science pouvaient paraître contradictoires, les grandes découvertes scientifiques de la fin du XXe et du début du XXIe nous rapprochent toutes de la pensée biblique, bien plus qu'elles ne nous en éloignent. Pour celui qui veut bien le voir, toute la création parle du Créateur. L'infiniment grand, l'infiniment petit, la merveille de l'ADN, tous les paramètres de la Terre exactement adaptés à la vie humaine, mais c'est l'orgueil de l'homme qui rend son écoute endurcie. En effet, seuls ceux qui ont cherché de tout leur cœur sont devenus chrétiens. Dieu dit par son prophète Jérémie, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Mais l'orgueil de l'homme est souvent l'obstacle. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul, demandait Jésus. Alors, pour conclure, je dirais que Dieu a créé le monde et nous l'a donné en partage. Il nous a donné des sens et une intelligence pour l'explorer et à travers sa création, révéler qu'il y a un Dieu créateur, nous donner envie de le connaître. Il nous a donné sa parole, la Bible, et un cœur pour le connaître par la foi. Il nous a donné Jésus-Christ pour que nous ayons la vie de Dieu en nous. Les faits scientifiques et la parole de Dieu ne s'opposent pas, mais se complètent, car ils viennent d'une source unique. La Bible ne pose aucun problème aux scientifiques chrétiens. Ce sont les théories des hommes qui s'opposent à la parole de Dieu, car en fait, l'homme est rebelle et s'oppose à Dieu. Je vous remercie.